La sclérose latérale amyotrophique, ou la SLA, qui est plus connue en France sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative invalidante à l'issue fatale qui touche les neurones moteurs, qu'on appelle les motoneurones. Ce sont ces cellules nerveuses qui vont commander les mouvements volontaires et la respiration. On a deux grandes classes de motoneurones, les motoneurones centraux, qui sont localisés dans une région particulière du cerveau qu'on appelle le cortex moteur. Ces motoneurones centraux vont intimer l'ordre d'une contraction musculaire. Ces neurones centraux sont eux-mêmes connectés à d'autres motoneurones que l'on nomme périphériques. Ils sont localisés dans le tronc cérébral et le long de la moelle épinière, qui eux vont directement contacter les muscles et vont demander d'exécuter la contraction musculaire. Dans la maladie de Charcot, on a une atteinte de ces deux types de motoneurones, ce qui se traduit par une atrophie musculaire qui va évoluer vers une paralysie complète, le décès des patients survenant principalement par insuffisance respiratoire lorsque les muscles qui contrôlent la respiration sont atteints. La SLA peut toucher tout le monde, les hommes comme les femmes, avec une légère prépondérance masculine, puisqu'on a 1,5 hommes pour une femme atteinte. Dans 90% des cas, l'origine est inconnue. Il s'agit certainement d'une interaction entre un terrain génétique et une exposition à un environnement défavorable, mais ça représente 90% des cas. Dans 10% des cas restants, la maladie est transmise génétiquement à la descendance. L'âge de survenue de la pathologie d'environ 59 ans en moyenne en France. En général, on peut dire entre 40 et 70 ans. Il y a quelques formes en dessous de 25 ans, mais ça demeure extrêmement rare. La SLA a une manifestation clinique très variée. En fonction du site de début de la pathologie, on va distinguer deux grandes formes. La forme spinale, qui débute par une faiblesse musculaire dans un membre supérieur, inférieur, qui est accompagnée de crampes ou de fasciculations, qui sont des petites contractions très brèves et locales dans un muscle. Et cette atrophie va ensuite se propager à l'ensemble des autres muscles pour conduire à une paralysie complète et une incapacité à se déplacer, à manger et à parler. L'autre forme qu'on trouve dans un tiers des cas est la forme dite bulbaire, qui commence en fait par des problèmes d'élocution, qui vont évoluer vers des problèmes de déglutition et aboutir à des fausses routes. Mais on a systématiquement dans les deux cas une diffusion à l'ensemble des autres muscles et donc une paralysie complète. Le diagnostic de la SLA va reposer sur un examen clinique où le neurologue va interroger des signes d'atteinte du motoneurone central et périphérique, donc la présence d'une atrophie musculaire, de crampes, de fasciculation, d'une altération de certains réflexes. On a aussi un électromyogramme qui va permettre d'évaluer l'état de connexion entre le motoneurone périphérique et le muscle. Ce diagnostic de SLA, encore une fois, est un diagnostic différentiel qui va surtout éliminer d'autres atteintes, d'autres maladies qui touchent le motoneurone. Et pour cela, on a des examens complémentaires, des examens sanguins, génétiques et évidemment de l'imagerie par résonance magnétique. Donc le diagnostic de la SLA étant posé, le patient va être pris en charge de façon évidemment adaptée à l'état d'avancement de sa pathologie et surtout de façon coordonnée, puisque c'est une prise en charge qui va faire intervenir de nombreux professionnels de la santé, soit des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychologues ou des aides-soignants. Donc l'idée est d'avoir vraiment une prise en charge évolutive, adaptée, coordonnée, qui va permettre de suivre et d'accompagner le patient et ses proches tout au long de la maladie. Donc, tout au long de la pathologie, le patient va avoir de plus en plus de difficultés à effectuer des gestes simples de la vie quotidienne et cette situation va évoluer vers une perte d'autonomie qui va elle-même nécessiter des aménagements dans le domicile, l'intervention d'aide technique, soit pour se déplacer, pour communiquer et également pour respirer. Les proches vont devenir généralement les aidants et les aidants familiaux vont jouer un rôle extrêmement important dans l'accompagnement du malade tout au long de la maladie. Les associations jouent un rôle extrêmement important également dans la prise en charge des patients puisqu'ils vont fournir un certain nombre d'aides aux patients et aux familles afin de mieux accompagner le patient tout au long de la progression de la pathologie. Concernant ce qui est dit autour de la vaccination, il n'y a actuellement aucune donnée produite selon des standards scientifiques avec des méthodes statistiques qui permettent de faire un lien entre la vaccination et le déclenchement de la SLA. Il ne faut pas
oubliez de ne pas confondre en fait les coïncidences et la causalité. Les facteurs environnementaux, c'est très intéressant. On a effectivement de nombreuses études épidémiologiques qui ont tendance à pointer du doigt certains facteurs environnementaux tels que les pesticides ou encore le tabagisme comme étant de potentiels facteurs de risque pour développer la SLA. Alors non, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est un ensemble en fait de neuropathies héréditaires, affecte les nerfs périphériques moteurs et sensoriels. Donc c'est une pathologie qui touche principalement les extrémités des membres, inférieurs et supérieurs, et qui a une évolution moins rapide et surtout moins grave puisqu'elle n'affecte pas les muscles respiratoires. Ce qui fait que la maladie n'a pas une incidence sur l'espérance de vie. Alors oui, il y a le Riluzole qui est le seul médicament actif actuellement qui dispose d'une mise d'autorisation sur le marché. Le Riluzole va permettre de ralentir le processus dégénératif et améliorer de quelques mois l'espérance de vie. Ça reste malheureusement non optimal. L'autre intervention qui est non médicamenteuse cette fois-ci, c'est la ventilation non invasive qui va permettre d'augmenter significativement l'espérance de vie ici, et qui est en fait une aide respiratoire qui va permettre les échanges gazeux dans les poumons. Alors déjà, il y a beaucoup de pistes qui sont explorées dans la recherche sur la SLA. Que ce soit déjà en recherche fondamentale, on va essayer de mieux comprendre les origines de la pathologie, on va essayer aussi de comprendre quel est le rôle d'autres structures neuronales dans le processus neurodégénératif. On a également une recherche qui est vouée au développement d'outils thérapeutiques. Je pense évidemment à la thérapie par le gène. On va vraiment essayer de modifier certaines informations génétiques afin d'impacter sur le processus, sur la progression de la pathologie. On a d'autres pistes, par exemple, qui vont essayer de viser les leucocytes qu'on trouve dans le sang, qui peuvent être un moyen d'interaction entre le système immunitaire et le système nerveux. Et je voudrais évidemment souligner le rôle extrêmement important et le dynamisme des neurologues et des cliniciens qui sont impliqués dans de nombreux essais cliniques dans les différents centres SLA en France.